Cette semaine, dans la conversation, j'accueille depuis l'Alsace, France, cet écrivain alsacien, Jean-Marie Stocker. Né en 1947 d'une famille ouvrière alsacienne, il est devenu célèbre pour sa collection de ses romans policiers, ses polars, et parmi lesquels, ce que nous allons parler, c'est Crimes de guerre en Alsace, ouvrage magnifique qui a été écrit en hommage à la résistance alsacienne. Juste avant d'entrer dans la vidéo, je voudrais vous rappeler que c'est très important d'inscrire à notre channel. La conversation est une production de CSMS Magazine. Et si vous inscrivez à cette chaîne sur YouTube, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification afin que, une fois qu'une vidéo est téléchargée, vous l'aurez immédiatement. Donc, sans plus tarder, Jean-Marie Stocker. Alors, c'était en 2017. Ma femme et moi étions en visite en Alsace, plus précisément à Strasbourg. On revenait du quartier européen pour aller au centre-ville. Alors là, je cherchais plutôt un grand bouquin, un bouquin de ce grand écrivain haïtien Jacques-Stéphane Alexis, qui a été assassiné en 1961 sous la dictature de Duvalier. Et puis, quelqu'un m'a dit, bon, si vous cherchez ce bouquin, vous devez aller chez Gallimard. Et puis alors, on se dirigeait chez Gallimard, mais quand nous sommes entrés, on nous a dit que bon, ici, on vend exclusivement des ouvrages en anglais. Ça a été une grande surprise pour moi. Et puis on a avancé un peu de l'autre côté, on a remarqué une librairie. Quand nous sommes entrés, tout au coin là, c'est une collection des polars, et parmi lesquels j'ai trouvé le titre, un titre qui m'a beaucoup attiré l'attention, c'est le crime de guerre en Alsace. Et puis là, de retour en Floride, j'ai savouré ce bouquin. Et moi, tu sais, Jean-Marie, j'aime beaucoup quand on raconte l'histoire avec des créativités romanesques. Alors là, pour commencer, qui est Jean-Marie Stocker? En fait, moi, je suis un petit Alsacien. Je suis né en 1947. Ma mère avait souffert du nazisme, enfin, mes parents. Ma mère a été arrêtée par la Gestapo en février 41. Elle a fait de la prison. Elle a couché en prison d'une fille mort-née. Wow. Et du coup, c'est-à-dire, moi, en fait, j'ai l'impression d'être un peu, l'histoire familiale rejoint l'histoire de l'Alsace. Oui. L'Alsace est une région qui a été dans le Rhin supérieur et qui, dans l'histoire, a basculé de la Germanie à la France, oui, plusieurs fois. L'Alsace était rattachée à la France en 1648 sous Louis XIV. En 1870, elle était redevenue allemande jusqu'en 1918 et en 1940, quand Hitler a envahi la France, elle était annexée de nouveau à l'Allemagne. Donc en fait, c'est une région qui avait été basculée de droite à gauche et en fait, moi j'ai l'impression d'être un peu ça. Alors là, je vais poser cette question. Est-ce que tu crois que toute la souffrance même historique d'Alsace, c'est à cause de sa position linguistique? Je crois que la langue alsacienne, c'est une langue germanique, non? Oui, en fait, la langue germanique est assez récente. Ah, d'accord. Les Francs, par exemple, Charlemagne, oui. Charlemagne, qui était un des grands empereurs européens, qui était un Franc, ne parlait pas le français, il parlait l'allemand. Il parlait une langue germanique. Germanique, d'accord. Et en Alsace, c'est-à-dire ici, dans le Rhin supérieur, oui, le bavarois,
le suisse alémanique, Oui. le bade-Wurtemberg et tout ça, c'est pratiquement la même langue. Ah, c'est la même langue. Et il y avait un poète alsacien, Nathan Katz, qui qui dit toujours, enfin qui disait que l'alsacien est plus vieil que l'allemand. Que l'allemand. Alors, en Lorraine, on parle aussi à une autre forme Et de... le Hochdeutsch. Ah, Le Plattdeutsch, pardon. Il y a le Plattdeutsch. alors là, vous êtes né dans cette famille ouvrière alsacienne. Oui. Puis j'ai pu constater que tu as fait tes services militaires à Madagascar. À Madagascar, oui. Oui, j'étais incorporé comme étudiant en mai 68. D'accord. Quand il y avait les événements de mai 68, je me suis retrouvé à l'armée. Oui. Et bon, il y avait on a refusé de faire une répression sur les étudiants. Oui. Donc à l'armée. Alors, et puis la veille, on nous dit, bah, ceux qui ne veulent pas y aller, faites 2 pas en avant. Ah oui. Alors, on était 9 à faire 2 pas en avant. Ah, et on s'est retrouvés tous commando de l'air. Et un a été muté à Tahiti, un autre à Djibouti, un autre à Dakar, et moi je me suis retrouvé à Madagascar. à Madagascar. Et ce qui m'a permis aussi de rencontrer les gens des peuples différents. Différent, c'est ça. Oui. C'est tout un amalgame de gens africains et d'origine asiatique aussi à Madagascar. Asiatique, oui, et puis c'est un chouette pays. Hein. Moi, j'aimerais bien y retourner. Ah, d'accord. Et ensuite, j'ai rencontré l'abbé Pierre. Oui. Alors, je ne sais pas si tu sais qui est l'abbé Pierre. Est-ce que tu peux quand même l'expliquer pour l'audience, quand même, pour l'auditoire? Alors, en fait, c'est un religieux qui était prêtre et qui s'est engagé dans la résistance au plateau de Vercors. D'accord. Et ensuite, après la guerre, il a été frappé parce qu'il y avait l'hiver 54, les gens mouraient de froid. Et il a fait un appel en disant c'est scandaleux que dans un pays comme la France, on laisse mourir les gens de froid. Et il a créé un mouvement qui s'appelle Emmaüs. Oui, oui, c'est ça. Je connais. Donc, c'est parti en France et Emmaüs ensuite a éclaté dans le monde entier. D'accord, oui, c'est ça. Même ici, en Floride, au nord de Floride aussi. Hein, il y en a aussi, oui. Et j'ai rencontré l'abbé Pierre au printemps 1970 qui me dit tu veux aller aux États-Unis, mais alors il faut absolument que tu ailles à Harlem voir la communauté Emmaüs de Harlem. C'est ça. Et c'était un prêtre blanc qui s'appelait David Kirk qui a monté une communauté Emmaüs en plein Harlem, dans la 116e rue, à côté de Lexington Avenue. Et tu n'as pas oublié, tu n'as rien oublié. Hein? Ben oui, bon, mais ça m'a permis aussi, j'ai fait un livre après, je vais t'envoyer ce livre après. Ah d'accord, ça me ferait plaisir. Et David Kirk avait fait un livre à l'époque, en 1969, qui s'appelait Quotation from Chairman Jesus. Et il avait réécrit la Bible à son époque, dans les années 69, voilà. Et le bon samaritain, c'était les Black Panthers. Oui, oui, c'est ça. Alors, c'était génial. Alors, en fait, moi, je me suis rendu compte après que ça avait fait un petit scandale parce qu'il y avait le cardinal Spellman, qui était archevêque de New York, qui bénissait des B-52 et qui avait demandé à l'abbé Pierre de le débarrasser de David Kirk. Parce qu'il était considéré comme radical, comme gauchiste. Et puis moi, j'ai passé un mois en été 70 à Harlem, donc dans la communauté Emmaüs. Et il faisait des petits déjeuners gratuits avec les Panthères Noires. D'accord. Et par les Panthères Noires de New York, je suis rentré en contact avec les Panthères Noires de Chicago. Chicago, j'ai vu ça. Ouais. Et là, j'ai passé aussi un mois. Et j'avais rencontré je suis arrivé chez les Panthères Noires à Chicago, c'était Madison Street, il me semble, j'ai plus l'adresse en tête, mais c'était, non, je me trompe peut-être, c'est l'adresse, c'était dans le Southside à Chicago, et je suis pas sûr, je crois que c'était Madison, parce que on m'a envoyé aussi Fred Hampton, je sais pas si ça te parle, Fred Hampton qui était le chef des Panthères Noires,
qui avait été assassiné par la police en 1969, je crois aussi. Et ensuite, il y avait Bobby Rush, qui était le successeur. Et Bobby Rush, je crois qu'il est toujours sénateur ou député à Chicago. Je ne suis pas sûr, mais je peux quand même investiguer ça pour voir si c'est toujours en fonction. Et puis, moi, ce que je me rappelle toujours, c'est Bobby Rush qui me dit, et qui m'a fait emmener dans la maison où Mark Clark et Fred Hampton ont été tués par la police. Oui, c'est ça. Et j'ai gardé ces photos, je les ai toujours, ces photos. Ça avait fait vraiment un gros bruit. Ah oui, et moi, je me rappelle toujours les taches de sang sur les murs de Fred Hampton. C'était horrifique. Oui. Et après, donc, moi, j'avais fait des articles sur Emmaüs, sur les Panthères Noires et tout, dans le journal. À partir de là, laisse-moi te poser cette question. Est-ce que c'était à partir de tes reportages de Chicago pour le journal d'Alsace que tu as commencé à te sentir peut-être que je vais faire une carrière dans le journalisme? Mais en fait, moi, j'étais aussi fasciné par des grands journalistes en France. Il y avait Frédéric Potcher qui faisait des grands procès, qui avait fait le procès de Pétain, qui avait fait le procès de Nuremberg. Il y avait il avait fait aussi le procès de Régis Debray quand il avait été arrêté en Bolivie, à Coméry. Donc ça m'a donné envie d'être journaliste. Mais là, à l'époque, je travaillais à l'usine pour me payer les billets d'avion, pour me payer les appareils photo, et l'Alsace me prenait les articles, en fait. D'accord. Et après, j'ai retravaillé pendant 1 an, et je suis parti, en 72, je suis repassé par New York, j'ai vu à Emmaüs, je suis retourné voir les Panthères Noires à Chicago, et ensuite, oui, et ça avait beaucoup évolué déjà à l'époque. Mais tu as été aussi en Bolivie. Oui, et ensuite, en fait, de Chicago, je suis descendu j'ai fait toute l'Amérique centrale d'abord, ensuite toute l'Amérique du Sud, la Colombie, l'Équateur, le Pérou, où j'ai passé 6 semaines, avec le groupe de l'armée de libération nationale, je crois. Oui, mais ça, c'était plus tard. Et quand je suis arrivé à Lima, au Pérou, il y a un peintre bolivien qui travaillait à la communauté, qui était chiffonnier, parce que le travail d'Emmaüs, c'est de récupérer les choses que les gens jettent et de les mettre en valeur. Donc, c'était vraiment des chiffonniers. Et un des membres de la communauté m'a dit qu'il travaillait comme peintre, artiste, et il était même représentant des professeurs d'art en Bolivie, et il avait été arrêté par la dictature bolivienne. Oui, c'est ça. Et il s'est évadé de la camp de concentration. Alors, quand tu parles de la dictature bolivienne, est-ce que tu parles de cette dictature même qui a orchestré l'assassinat de Che? C'était quand je suis arrivé en 72, le Che était déjà mort depuis 5 ans. Ouais. Oui, ça faisait 5 ans à peu près qu'il était mort. Mais moi, j'ai rencontré tous les anciens, ceux qui étaient avec le Che. Il y avait les frères Peredo et par Eduardo Ibanez, donc le peintre qui s'était enfui, qui me dit, je me suis enfui d'un camp de concentration en Bolivie. Et alors, là, je fais une petite parenthèse. Ma mère, moi, tous les ans, on allait au camp de concentration du Stutthof à la commémoration des déportés. D'accord. Ici, il y a un camp en Alsace, un camp de concentration nazi, qui était le seul en dehors de l'Allemagne, enfin, qui était le seul en France. Et à ce moment-là, moi, quand Eduardo me parle de camp de concentration en Bolivie, moi, je vois immédiatement le camp du Stutthof. D'accord. Et ce qu'il me dit, il me dit que la personne qui a organisé les camps de concentration, la répression en Bolivie, c'était Klaus Barbie. Klaus Barbie, oui. Oui. Alors,
Et Klaus Barbie a vécu en Bolivie. Il est devenu un homme d'affaires. Il était colonel aussi. Il avait le rang de colonel de l'armée bolivienne. Ah oui, Sur non, ça, le, je ne savais pas. sur le régime de Banzer. C'était le général Banzer qui était. Et alors, ce qui est quand même assez fantastique, c'est donc par Eduardo, je suis rentré avec les clandestins de l'ELN, l'Ejército Nacional de Libération. Oui, c'est ça. Et j'ai rencontré une des responsables qui était la copine de Inti Peredo. Inti Peredo, c'était le bras droit de Guevara pendant la guérilla. OK. OK. Et ils ont, comment ça s'appelle, Barbie et Quintalinha, qui était un des responsables, un colonel de l'armée, Oui. avaient fait prisonnier Inti Peredo et lui ont fait exploser dans le ventre une grenade. Oui. Vraiment, et ça terrorisait les gens du quartier populaire à la base. Et Monica Hertel, qui était la compagnon, c'était Ima, c'était la guerrière, la grande guerriera bolivienne. Elle était fille, elle est née à Hambourg, elle était née à Hambourg, à Munich, pardon, à Munich en 1937. Oui. Et elle a pris la succession donc de Inti, des frères Peredo, dans la guérilla clandestine. Ah, d'accord. Et à ce moment-là, il me raconte. Moi, j'ai donc Emilia Monica Hertel, qui avait plusieurs pseudonymes, Emilia et tout, Emma, enfin plein de. Utiliser plusieurs pseudonymes, oui, d'accord. Et elle m'a donné des listes que j'ai toujours, des listes de gens torturés par le régime Banzer. On mettait une femme, le président de la droite de l'homme, sur des blocs de glace. On la torturait avec plein de. Et ça, c'était Barbie qui organisait ça. Ah oui. Ah oui. C'était quand même assez dingue. Et tu sais qu'on m'a dit souvent que c'est ce qui fait la misère de la Bolivie, un pays en majorité indigène, je crois. Oui, il y avait des Incas, des Aymaras. Mais c'était plus la présence des rescapés nazis qui se sont immigrés là-bas pour réorganiser la dictature contre la résistance et mener non seulement Pache, mais aussi à la résistance indigène face à l'exploitation féroce d'une petite bourgeoisie totalement réactionnaire. Donc, oui, et avec l'impérialisme américain aussi. Oui, bien sûr, absolument, oui, c'est ça. Il y avait la Standard Oil. Oui, c'est ça. Et finançait. En fait, à l'époque, c'était Kissinger qui finançait tout ça. Ah, d'accord. Et moi, donc j'ai passé 4 mois en Bolivie. Oui. Et ensuite, j'ai passé encore quelques mois. L'hiver, j'ai passé, enfin l'été là-bas, à Santiago du Chili, où j'ai rencontré beaucoup de gens, de résistants de la guérilla qui étaient partis, qui s'étaient réfugiés en Bolivie, de Bolivie au Chili. Ah, d'accord. Ouais. Et ensuite, j'ai passé, à l'époque, j'avais vu aussi les gens en Argentine, les communautés maïs d'Argentine. J'avais vu aussi, il y avait un prêtre. Alors attends un instant, en 1972, tu as été aussi au Chili. C'était sur la présidence de Salvador Allende. C'était encore Salvador Allende. Salvador Allende, d'accord. Et là, mais là, Emmaüs aussi, par exemple, le mouvement Emmaüs, qui est plutôt chrétien et neutre politiquement, était très, très proche des gens du MIR, l'extrême gauche du Chili. Alors ça, c'est clandestine, hein? Oui. Et c'était vrai aussi, par exemple, en Argentine et plus encore en Uruguay. Ah, d'accord. À l'époque, à Montevideo, il y avait un mouvement de guérilla urbaine qui s'appelait les Tupamaros. Les Tupamaros. Et il y a eu un prêtre d'Emmaüs qui était un jésuite qui travaillait avec il y avait aussi un sénateur héros qui était représentait un peu les Tupamaros.
Ah oui, dans le Parlement uruguayen? Oui, il y avait le sénateur Héro qui était. Et à l'époque, il me disait, vous savez, les gens n'avaient pas le droit de parler, on n'avait pas le droit de prononcer Tupamaros. Alors il disait, vous savez, le mouvement dont on n'a pas le droit de prononcer le nom. Alors, C'était tout le monde savait assez, exactement de tout quoi on savait que c'était parlait. les Tupas. D'accord, d'accord. Oui. Oui. Et après, j'ai Et puis repassé. après, tu t'es retourné en Alsace. Oui, eh ben, j'ai revu David Kirk encore à New York. Ah, d'accord. Et ensuite, je suis retourné en Alsace. Alsace, Et là, en fait, je suis rentré comme journaliste à l'Alsace à ce à moment-là. l'Alsace. Et celle-là, on travaillait jusqu'en 2010, je crois. Hein? Oui, et là, j'ai pris la retraite en 2010. Okay. Alors là, on va entrer exactement, on va entrer directement dans le bouquin Crime de guerre en Alsace. J'ai remarqué plusieurs aspects et tout d'abord, en 1940, tu as remarqué, tu as bien précisé sur je crois que septième colonne que tu en parlais, a créé en 1940 par la résistance alsacienne. Alors, je dois dire aussi en passant pour l'audience, Crime de guerre en Alsace a été écrit en hommage à la résistance alsacienne. C'est pas vrai, non? Oui, c'est ça, oui. C'est ça. Mais, Oui. en fait, la résistance alsacienne, quand Hitler a envahi la France en 1940, Oui. c'est-à-dire, les premiers groupes de résistance sont partis en Alsace parce qu'il fallait faire fuir de l'autre côté des La Vosges, frontière. de la frontière, tous les gens qui partaient, qui fuyaient Hitler. D'accord. Et ça, alors c'était surtout faire passer les gens, les emmener dans les petits chemins de montagne de l'autre côté des Vosges, ou parfois en Suisse aussi, Oui. et surtout vers le sud de la France. D'accord. On parle. Alors, il y a un personnage que j'adore beaucoup dans ce roman, c'est Thomas, c'est le protagoniste. Oui. Laisse-moi te poser une petite question, Jean-Marie. Est-ce que tu vois toi-même dans ce personnage? Est-ce que. Ah, Pas forcément. Enfin, c'est-à-dire, je m'identifie un peu parce que, par exemple, dans le livre, Anna Sen, oui. c'est ma mère qui est vraiment. Là, Ah, d'accord. j'ai pris dire quand maman est morte, retrouvé ses papiers ou l'acte d'accusation de la justice allemande devant le tribunal. Oui, oui. Et donc, il y a eu une enquête, comme en France ou aux États-Unis. Elle a été arrêtée par la Gestapo, ensuite présentée à un juge et elle a passé plus d'un an en prison. Et là, j'ai retrouvé ses papiers. Ah. Donc, c'est pour ça que c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire Crime de guerre. C'était un bon travail d'investigation, mais aussi tu parles de son engagement dans la résistance à Mulhouse. Et aussi, Mulhouse, tu mets l'accent comme la ville la plus. Que le Parti communiste a été probablement plus actif là, à Mulhouse. Oui, ben, en fait, Mulhouse est une cité ouvrière. D'accord. Il y a beaucoup d'usines. D'accord. Et c'est pour ça que bon, le Parti communiste, la CGT ou le Parti socialiste était très fort. Oui, c'est très à fort. l'époque. Et ce sont eux qui ont organisé cette résistance alsacienne. Ben, en fait, il y a beaucoup de gens, il y avait beaucoup de groupes qui ne se connaissaient pas, qui ne travaillaient pas ensemble. D'accord. Et il y avait, par exemple, à Cannes, qui est une banlieue qui est une ville à une trentaine de kilomètres de Mulhouse, il y avait un groupe qui était dirigé par des patrons de l'entre. Patrons des ouvriers eux-mêmes. Ouais, ouais. Et ça, tu as fait mention aussi dans le roman, hein? Oui, oui. Les patrons étaient royalistes aussi. Ah, d'accord. Et ces patrons, par exemple, il y avait un monsieur qui avait géré un grand hôtel avec un grand parc, où les colonels allemands, les généraux venaient manger le soir. Et puis, ils faisaient la fête. Et le patron du parc, de l'hôtel du parc, est celui
qui a fait récupérer le général Giraud à la gare de Mulhouse pour l'emmener clandestinement à la frontière, le faire fuir en Suisse. Alors, Giraud, c'était un des généraux français qui avait été fait prisonnier quand l'armée allemande a envahi la France. Oui. Et il s'était échappé d'une forteresse en Allemagne. Et c'est donc les résistants royalistes qui l'ont fait s'enfuir en Suisse. Alors là, je dois te poser une petite question, Jean-Marie. Alors, si l'on parle des résistants loyalistes, il paraît qu'en Alsace, il y a toujours été des gens qui se croyaient être allemands. Oui. Par appartenance linguistique ou historique, et que tu en as fait mention dans le roman, bien décrit. Et il y a une version que tu as écrite, je vais le lire, à la page 308. À la page 308, tu as bien dit, si un Alsacien me déclare qu'il n'est pas allemand en français, mais français, je ne puis que lui dire qu'il est un traître allemand, un traître à son nom, à sa langue, à sa nationalité, à son sang, bref, à sa propre nature et à sa destinée. Oui. Est-ce que ça reste, est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on peut toujours trouver? Non. Pas aujourd'hui, non. Celui qui a dit ça, c'était le Gauleiter Robert Wagner. Wagner, c'était un ami de Hitler et qui a placé, Hitler a nommé Wagner comme Gauleiter en Alsace. Alsace. Et c'est lui qui a eu l'idée d'incorporation de force des Alsaciens et Mosellans. Ah, d'accord. C'est-à-dire, il y a en août 1942, Oui. Wagner a signé un arrêt en disant que les Alsaciens et les Lorrains de Moselle, du département de la Moselle, doivent être considérés doivent être incorporés dans l'armée allemande. Et il y a à peu près plus de 100 000 Alsaciens et 30 000 Lorrains qui ont été envoyés dans le front Est, je crois. Oui, sur la Russie, on parle de 30-40 000 morts. Ensuite, beaucoup ont été faits prisonniers par les Russes et qui ont été ensuite mis dans des camps de concentration en russe, comme à Tambov. D'accord. Alors, c'était des gens déracinés un peu aussi. Ah oui, bien sûr, après la guerre surtout. Ah oui, et il y a beaucoup de gens qui sont jamais revenus en fait. Hein. On ne sait pas où ils sont passés. Et alors, à propos de Gauleiter Wagner, enfin, qui était vraiment le monsieur Hitler en Alsace-Lorraine, hein, qui était un département allemand en fait, hein, il faut le considérer comme ça. Et il y avait des groupes de résistants dès 40, hein, en fait, septembre 1940. Oui. Il y avait des jeunes qui s'appelaient la Main Noire, un groupe qui s'appelait la Main Noire, c'était des gamins de 14 à 15, 16 ans, oui, qui étaient des enfants de chœur et des chanteurs de la chorale de la cathédrale de Strasbourg. Et ils s'amusaient à tous les commerçants qui avaient mis la photo de Hitler ou les bustes de Hitler en vitrine, ils cassaient les vitrines. Et en mai 42, oui, c'était je vérifie quand même, parce que si c'est 42, je suis pas sûr. Non, c'est en mai 41. En mai 41, oui. En mai 41, Weinum, un des jeunes, qui était le responsable du groupe, oui, et un de ses copains, ils ont balancé 2 grenades dans la voiture de Wagner à Strasbourg. La voiture a explosé, mais Wagner n'était pas dedans. Il n'était pas dedans. Donc, les 2 jeunes, Weinum a été... On les a exécutés, non, ces 2 jeunes? Oui, Weinum a été décapité. Décapité. Après, oui. Ah non, mais les Allemands, c'était dur quand même. Alors, il y avait aussi le problème, c'est beaucoup de jeunes on leur dit, vous allez rejoindre la Wehrmacht. Alors, beaucoup n'aimaient pas.
Ah, Bon, il ne faut pas se le cacher, il y avait aussi des gens qui sont devenus riches en travaillant avec les nazis. ça, Pour c'est. le commerce, il y avait des gens qui ont vendu du vin, qui ont vendu des. Bon, il y a beaucoup, une partie de Oui, l'Allemagne, c'est ça. C'est des ça. Et Alsaciens que tu as fait mention aussi, tu en as fait mention dans le roman aussi. étaient collaborants, oui, c'est ça. Ce Il sont y en des a beaucoup qui en ont profité. Et, et donc, ça, c'est un peu la particularité alsacienne aussi. Bon, longtemps après la guerre, on a encore entendu des gens qui disaient chez Hitler, il y avait de l'ordre. Oui, c'est triste. Alors, il y a qui regrettaient, alors que d'autres disaient. Et puis, bon, quand il y a eu la résistance après, des Alsaciens, donc les Alsaciens sont partis au maquis, plusieurs jeunes, comme le mien, comme Thomas et autres. Non, c'est Mathieu ou Thomas, je ne sais plus maintenant. C'était Thomas, Thomas, C'était Thomas, parce que Thomas, Mathieu est son fils dans avec sa petite amie Suzelle, que j'apprécie. Suzelle, ou sur le pont Mirabeau, enfin sur le pont Turenne à C'est ça. Colmar. Mais, Tu as déjà été à ça a Colmar? été, c'est chouette quand même, cette Ah ouais, rencontre tu as amoureuse. été à Colmar? Hein? Tu es Non, j'ai passé à pas été à Colmar? Colmar parce que justement, on a acheté le billet pour aller à Colmar. Et puis, à la dernière minute, ma femme a changé d'idée. Euh, Puis, le lendemain, on se trouve à Luxembourg. Donc, mais je dois retourner en Alsace pour Bah, tu aller. reviens là, donc, parce que là, je t'emmène à Colmar dans les endroits. Ah! Parce que moi, j'habite à côté de Non, ça Colmar. serait merveilleux. Ah ouais. Parce que, et alors, ce qui se passe, c'est-à-dire, c'était beaucoup de jeunes ils reçoivent leur fiche en disant demain, il faut aller dans l'armée allemande, à la Wehrmacht, Oui, et qui ont 17, 18 ans, hein, ça commençait à cet âge-là. d'accord. Et ceux qui n'y allaient pas, beaucoup donc partaient pour rejoindre les maquis dans le sud de la France. Pour Seulement, renforcer la résistance, non? oui, seulement il y avait des représailles sur les familles. Ah oui, Alors du coup, beaucoup se, enfin, se cachaient, mais quand voyaient que la famille prenait les représailles, eux, ils partaient dans l'armée allemande. Ils n'avaient pas le choix. c'était triste. Oui, et c'était. Quelque chose, il y a quelque chose aussi que tu as fait mention dans le livre. L'une des raisons que les nazis ont envoyé plus de 100 000 soldats alsaciens dans le front Est, c'était parce que justement les nazis ne faisaient pas confiance à ce qu'on pourrait le dire. C'est ça. Aux Alsaciens, Aux Alsaciens. Voilà. oui, oui. Ah, d'accord. Oui, pour eux, on les envoie à la boucherie. Ah, Parce que parce que la bataille la plus terrible sur le front, c'était le le front front de russe. Est. Oui, c'était ça. Alors donc, on sacrifiait les Alsaciens. C'était terrible. Oui, oui, mais c'était. Moi, je sais, moi, je suis né après la guerre, mais Thierry, il y a toujours des traces là-dessus. Et partout en Alsace, on voit Oui, les cicatrices qui. les cicatrices qui restent toujours. Alors là, né en 1947, et puis 2 ans après la fin de la guerre, mais l'Alsace vivait encore sous les décombres. Oui. Ben, le village là où j'habite à Innersheim, il a été détruit à 70%. 70%. Ouais. Et le village de mon père, où je passe mon crime de guerre en Alsace, Oui. Katzenthal, donc il a été détruit à 90%. L'église et tout a été rasé. Et pour reconstruire tout ça, c'était vraiment une tâche énorme. Ah oui, moi, je me rappelle quand j'étais gamin, il y avait les Américains et les Canadiens, ils ramenaient des baraques en bois. Ah, d'accord. Et on faisait des lotissements provisoires qui ont duré des années, le temps de reconstruire les villages et les villes. Mais aussi de l'autre côté de la frontière aussi, tu parles Oui, de. c'est vrai. Mm-hmm. Il y a aussi, dans l'esprit de l'armée américaine, Oui. c'est surtout l'aviation américaine qui a bombardé l'Alsace et les villes allemandes.
Oui, oui, Parce que l'Alsace était considéré pour eux, c'était l'Allemagne. oui. Mhm. Alors, dire ici, pour eux, c'était Il y l'Allemagne. avait une différence. Oui, Et je crois que tu as fait mention aussi que l'Alsace a été pour les Allemands un prix qu'on doit préserver à tout prix. oui, parce que l'Allemagne, c'est-à-dire, il y a aussi un problème historique. Oui, oui. Euh, les gens, il y a eu le Saint-Empire, le Saint-Empire romain germanique Ah, qui existait depuis Charlemagne, en fait, oui, hein, Charlemagne, oui, c'est ça. depuis les années 800. 800. 800 même avant. Et aussi bien, alors il y a eu les deux grandes familles qui ont régné sur l'Europe pendant des siècles. C'était les Hohenstaufen, Oui. qui étaient dans l'empereur Barberousse. Je ne sais pas si ça te parle. Est-ce que tu peux quand même Barberousse, expliquer Barberousse pour l'auditoire? Barberousse, c'est un empereur du Saint-Empire romain germanique Oui. qui est mort pendant les croisades. Il s'est D'accord. noyé. Il avait lancé un défi à Saladin Ah, et il est mort noyé. Il s'est noyé dans une rivière en Anatolie, en Turquie. d'accord. Mais donc tous les Hohenstaufen, donc Barberousse et tous les autres, il y avait Charles Quint est venu après. Oui, oui, Mais donc, la première famille des Hohenstaufen oui. sont des descendants, l'arrière-grand-mère de Barberousse, c'est une Alsacienne. Ah, d'accord. Et tout le monde dit, tous les empereurs, plus après les Hohenstaufen, il y a Ah, eu les Habsbourg qui ont régné sur l'Europe. Hein. ah, Donc, et les Charles Quint, oui. qui régnait sur l'Europe pendant très longtemps, avec Maximilien, enfin tous les Habsbourg, se sont dit aussi, nous aussi on descend du père de Saint-Odile. Ah, Alors maintenant, il y a ça. Saint-Odile, c'est la sainte patronne de l'Alsace. Elle a fait du miracle, paraît-il. Elle a fait. Et elle est devenue. En fait, tout ça, son père, oui, c'est oui, c'est ça. l'aïeul Oui. des familles régnantes sur Descendant la. directement de l'esprit. Alors là, je dois te poser cette question. Mais est-ce que tu penses que c'est pour cette raison que l'Alsace est bien germanique aujourd'hui? Hein? Ben, elle est germanique, il y a une langue qui disparaît. L'alsacien, les gens n'en parlent pas. On le parle un peu dans les villages. Alors Mais, même moi, il y a deux tes livres, de tes bouquins, qui ont été traduits en alsacien oui, par on a fait un Max. polar. Oui, c'est ça. Oui, Donc, oui. ça veut dire qu'il y a tout un mouvement de faire revivre Oui, la langue alsacienne. il y a un mouvement culturel aussi. Il y a des chanteurs qui chantent en alsacien depuis longtemps. Donc, Mais ça a été fait aussi après la guerre. Parce que on sait, beaucoup d'artistes comme Germain Müller, ils se différencient de l'allemand traditionnel. Parce que l'Allemagne aussi, c'est un pays de. Il y a la Bavière, il y a le nord de l'Allemagne, oui, c'est ça. Hambourg. Dire, moi, quand je vais à Munich, par exemple, je parle alsacien. On me Et tout le comprend monde comprend? mieux. On me comprend mieux à Munich quand je parle alsacien que quand je parle mon allemand un Ah, peu. ah oui, ah oui. Oui. Alors qu'un Allemand de Munich a du mal à comprendre un Allemand de Hambourg. Ah, d'accord. Il y a plein de choses comme ça. Bon, mais c'est aux États-Unis. Alors là, l'allemand qu'on parle de l'autre côté de la frontière, à Kiel, à Offenburg et même à Baden-Baden, Oui. est-ce que ça a quand même une sorte de ressemblance avec cette langue alsacienne qu'on Oui, mais parle? ça, c'est l'alémanique. Ça, c'est ce qu'on appelle l'alémanique. D'accord, C'est pas l'allemand, c'est pas le Hochdeutsch. d'accord. C'est pas, mais par exemple, il y a, après le Moyen Âge, à la Renaissance, il y avait tout un mouvement, l'humanisme rénan. D'accord, Il y avait Erasme, d'accord. il y avait tous ces, par exemple, il y avait
l'imprimerie. Le Gutenberg, il a inventé l'imprimerie à Strasbourg au XVe siècle. Et toute la culture alémanique, c'est-à-dire Sébastien Brand, qui a fait la Nef des Fous, il y a Dürer, qui a illustré la Nef des Fous. Il y a des gens qui sont venus de Bavière. Par exemple, tu connais le retable d'Issenheim, Non. qui est un monument à Colmar qu'il faut absolument voir. Ça veut dire que la prochaine fois quand je suis retourné en Alsace, donc tu me promets. Donc Ah bah oui, je te prends là. Écoute, je suis content là. Ah, d'accord. Parce qu'il y a tout ce mouvement de l'humanisme qui était un retour aux sources à l'Antiquité grecque ou romaine, où l'homme était plus mis en valeur. Parce que le Moyen-Âge, c'était aussi le peuple, les paysans qui travaillaient pour les riches et pour l'Église. Ah, d'accord. C'était ça aussi. C'est pour ça qu'il y a eu le mouvement Luther et toute la réforme au début du XVIe siècle. D'accord. Mais est-ce que tes expériences, pour avoir grandi dans une communauté qui a été si ravagée par la guerre, est-ce que ça a contribué à ta formation en tant comme journaliste, un journaliste progressiste, un combattant pour la liberté, dénonçant tout le temps la justice sociale? Oui, parce que en fait, l'injustice sociale. Pour moi, il y a eu le nazisme. Et le nazisme, c'est aussi une forme d'injustice sociale. Parce que ceux qui ont porté Hitler au pouvoir, enfin qui l'ont soutenu, c'est tout le groupe, toutes les grandes familles industrielles. Oui. Si Hitler n'avait pas été financé par la grande industrie allemande, d'accord, il ne serait jamais arrivé. Son projet aurait échoué. Oui, et dire les gens ce qu'ils disent, Hitler disait, moi je vous donne du travail. Il y avait la Grande Dépression en 29 aux États-Unis. Oui. Et Hitler, il a donné du travail aux Allemands. Oui. Et il a donné aussi, il a rendu la fierté après la défaite, l'humiliation de 1918. Oui, de la Première Guerre. De la première. Et Hitler a joué là-dessus. Ah, d'accord. Mais par exemple, ce qu'on ne sait pas, moi je dis toujours, les premières victimes du peuple de Hitler, c'est le peuple allemand. En 1933, quand il est arrivé au pouvoir, en 1933, il a emprisonné les communistes, les socialistes, les homosexuels, les gitans et les juifs après. C'était quand même assez, comment dire, et en plus, il a fait ça par le sang. Ah non, c'était terrible. Oui, parce que le peuple allemand n'a jamais été vraiment nazi. C'est ça. Il était sous la coupe des nazis. Alors, les autres et ce peuple a été quand bien même bafoué par une fausse, comment pourrais-je dire ça, a été quand bien même bafoué par un faux nationalisme. Oui, mais c'était un nationalisme, mais c'était surtout le travail et la fierté. Hitler a joué là-dessus, mais en écrasant tout le reste du peuple. D'accord. Non, c'était terrible. Et c'était dire moi je sais que ma mère était dénoncée à la Gestapo. Oui. Donc, mais quand on était l'Allemagne c'est à 20 km d'ici, hein. Et quand des Allemands venaient aux Trois Épis, un pèlerinage aux Trois Épis. Non, tu as parlé de Notre-Dame. Oui, il disait l'Allemagne, c'est là-bas, les Trois Épis, c'est de l'autre côté. De l'autre côté, à quel? Tu veux parler? Hein? À quel? Non, c'est juste à Fribourg. À Fribourg, d'accord. Oui, Fribourg, c'est juste en face. D'accord. Alors qu'à l'époque, c'était le même pays. Par exemple, il y a Geiler von Kaisersberg, qui était un grand prédicateur de la cathédrale de Strasbourg au 15e siècle, 15-16e siècle,
qui était, qui a grandi à Kaysersberg, ici, qui a fait ses études à l'université de Fribourg. D'accord. Et qui a fait ensuite ses prêches à la cathédrale de Strasbourg. Donc, D'accord. il y a le mouvement, Dürer, Albrecht Dürer est venu de Nuremberg Nuremberg. pour être l'élève de Schongauer à Colmar. Alors là, je dois te poser cette question. Est-ce que tu crois que au moment de la résistance alsacienne face aux nazis, est-ce qu'il y a eu aussi des Allemands qui ont contribué à la résistance alsacienne pour combattre les nazis? Non, je ne peux pas te répondre là-dessus, parce que je sais que, par exemple, c'était surtout ici, c'était des réseaux. Ma mère, c'était simplement, on récupère une personne qui vient d'Allemagne, on lui donne des papiers, on la nourrit, on l'héberge, on lui donne des faux papiers, et ensuite on l'emmène de l'autre côté. À chaque fois, il y avait une autre personne qui prenait le relais pour la faire passer de l'autre côté des Vosges. D'accord. Mais il n'y avait pas de. En fait, c'était plein de petits groupes un peu partout. D'accord. Mais il y a aussi le côté, dans les usines, par exemple, il y avait des gens qui faisaient du sabotage, qui sabotaient les trains allemands, des choses comme ça. Mais cela, c'était assez rare. Alors là, vers fin 1944, c'était beaucoup plus organisé. Oui, mais en fait, après, beaucoup de groupes de résistants allemands, parce qu'il fallait, enfin, de résistants qui ne pouvaient pas rester longtemps non plus, parce que beaucoup ont été arrêtés, beaucoup ont été condamnés à mort. Oui. Et beaucoup sont échappés et ils sont allés dans les maquis du sud de la France. Et ils ont créé ce qu'on appelle les GMA, les groupes mobiles d'Alsace, dans le sud de la France, ce qui a fait par la suite, donc quand il y a eu la libération, ils ont rejoint la première armée française et c'est devenu la brigade Alsace-Lorraine d'André Malraux. Une petite question sur André Malraux. Quand il est entré pour organiser la résistance au nom du général de Gaulle, est-ce que vraiment la résistance alsacienne croyait en lui, qu'il était sincère? Non, en fait, on ne le connaissait pas. Ah, c'est-à-dire, parce que tu parles de Malraux. Malraux, oui. André Malraux. Parce qu'André Malraux était avant, André Malraux a commencé sa carrière en Asie, à Shanghai. Il a fait son livre La condition humaine, oui. Où il a eu le prix Goncourt en 1928, je crois, ou 30. Oui. Mais il était considéré comme un communiste à l'époque, parce qu'il faisait partie aussi pendant la guerre d'Espagne, il était dans les brigades internationales. Et il a fait un livre qui s'appelle L'Espoir. Oui. Et quand il y a eu la résistance, beaucoup de gens se sont méfiés de Malraux en disant on ne va pas confier la brigade Alsace-Lorraine à un ancien communiste. Ah, d'accord. Mais en fait, les Alsaciens, lui, il a pris la direction à partir de Lyon. Ils ont libéré l'Alsace en venant par le sud. Et c'est le premier qui est rentré ici, en Alsace. Ouais. Et il y avait Jean Moulin aussi, qui était Mais Jean Moulin, c'était avant. C'était parce que Barbie, Jean Moulin, c'était le gars que De Gaulle avait envoyé en France, de Londres, oui. Pour organiser la résistance en France. Enfin, pour faire... parce que le gros problème, c'était qu'il y avait des résistants un peu partout, dans toutes les régions de France, mais il fallait une unité. Oui. Et il fallait aussi connaître des réseaux pour envoyer des armes, des munitions, enfin tout ça. La résistance. Depuis les avions, par avion, depuis l'Angleterre. Et c'est là que Jean Moulin, qui était préfet à l'époque, enfin qui avant la guerre, qui était préfet, a été envoyé par De Gaulle à Lyon pour organiser la résistance. Et c'est là que quelqu'un l'a trahi et l'a vendu à Klaus Barbie. Et c'est Klaus Barbie qui a torturé, qui a fait prisonnier.
qui a fait prisonnier Jean Moulin et qui est mort ensuite en déportation, enfin sur le chemin de la déportation. D'accord. Mais aussi, tu parles que jusqu'en 1947, je crois, l'armée française, ou toute cette partie de l'Allemagne a été sous le contrôle de la France. Non? Offenburg, Ah oui, non, mais il y avait des forces américaines aussi. les forces américaines aussi. Oui, oui, il y avait les bases américaines jusque même dans les années 70-80. Johnny Hallyday, notre grand chanteur, Ah, oui, oui. a fait son service militaire à Offenbourg Ah, dans d'accord. les années 60. D'accord. Mais il y avait toujours aussi les bases américaines aussi à l'époque. Ah, d'accord. Oui, oui, ah non, absolument. On sait très bien qu'il y en a beaucoup des bases américaines toujours en Oui, oui, Allemagne. oui, oui, c'est donc. Ah non, mais Les Américains, c'était. tu sais très bien quand ils rentrent quelque part, donc ils ne veulent jamais y retourner. Donc, en jurant, je reste. Oui, oui. Non, non, mais c'était. Et ensuite, il y a eu. Beaucoup d'Allemands aussi ont été. Dire, moi, quand j'ai commencé les faits divers au journal en 77, c'était Hans Martin Schleyer, qui était le patron des patrons allemands, Hein? qui avait été enlevé par la bande Abadère. Qu'est-ce qu'était la bande Abadère? Alors, la bande Abadère, c'était dans les années 70, 69, 70. C'était des intellectuels, journalistes, des étudiants d'extrême gauche Ah, qui se sont dit faut tuer le capitalisme. Et ils ont enlevé des banquiers, ils ont eu des attaques de banques, ils ont enlevé des tués, et puis des banquiers, des chefs de. Et ils ont enlevé en septembre 77 à Cologne, ils ont enlevé le patron des patrons allemands, ah, qui d'accord. s'appelait Hans Martin Schleyer. Et Schleyer était un ancien nazi aussi. Ah, d'accord. Et ce gars est devenu le chef du patronat allemand, malgré son passé de nazi. Donc, quelque part, moi, Eh oui. et on l'a retrouvé, alors, donc il avait été séquestré, Schleyer, fait prisonnier, et en octobre 77, il y a une dépêche AFP, enfin une dépêche de presse, qui Ah, dit le corps de Martin Schleyer a été abandonné à Mulhouse dans une voiture. Et du coup, moi, j'ai commencé mes faits divers là-dessus. ah, d'accord. Et, D'accord. et à l'époque, quand on se dit Schleyer, c'est quand même un. Bon, c'est moi. C'était un ancien nazi. Ah, ah. Et moi, il y a aussi En quelque chose. devenant fait diversien, et ça vous a donné l'opportunité de quand même de découvrir les anciens collabos des nazis. Ah oui, mais il y a beaucoup. Alors moi, c'est quand même assez marrant. Enfin, c'est-à-dire, moi j'étais avec un collègue qui s'appelle Franck Garbelli, qui était un journaliste suisse. On est allé voir dans les années 80 à Chiemsee, en Bavière, Oui. un ancien général, Karl Wolf. Et Wolf était un général nazi, copain de Hitler, et qui disait, à un moment donné, Franck Garbelli l'a interviewé, et à un moment donné, je lui ai dit, mais attendez, vous avez quand même tué dans les 6 millions de juifs. Il me dit, non, moi je pense qu'on en a tué 4 millions. Vous voyez, genre de truc. C'est Et terrible. Mais comment celui-là a pu quand même s'échapper il, à... a, il était condamné à 15 ans de prison après la guerre. Hein. Mais alors, Wolf, le général Wolf, à un moment donné, il me dit, mais Jungermann, enfin en allemand, jeune homme, c'est grâce à moi, au général Wolf, et Alan Dulles, qui était le patron de l'OSS, l'américain, Alan Dulles, Oui, 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 oui. qui était que vous n'êtes pas devenu communiste. Alors, il nous a expliqué que pendant la guerre, Wolf était le ministre plénipotentiaire de Hitler au Vatican aussi. Il a fait des négociations avec le Vatican. Et il a aussi rencontré à Genève et à Berne Alan Dulles. Un autre
C'était un autre officiel du gouvernement C'était, on sait pas, mais c'était des rencontres secrètes et ils ont préparé, en fait, ils ont préparé ce qu'on appelle quelque chose, stay behind, un mouvement avec les Anglais, les Américains et les anciens nazis. Ce qui a permis aussi l'évasion de la récupération d'Allemands, comme von Braun, qui a fait les V2, qui a créé la NASA après aussi un peu. Hein. Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais. Et il y a eu ce mot, dire on a récupéré tout le savoir des nazis, on a fait partir von Braun et d'autres nazis. Est-ce que tu peux nous dire que le jugement de Nuremberg, par exemple, a été quand même un jugement manqué parce que tant de scientifiques nazis ont été récupérés par l'Occident. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, parce que Nuremberg, c'était nécessaire, Nuremberg, pour marquer les esprits. C'est un procès pour l'histoire, comme le procès de Barbie, par exemple, à Lyon. Oui, oui. Ça, c'était pour l'histoire. Mais ça cachait aussi la récupération d'autres nazis. Oui, c'est ça. Klaus Barbie, moi je l'ai vu en Bolivie à La Paz. Hein. Mais il était protégé par les gens de la CIA aussi, à l'époque. Avec la CIA ne pouvait pas ignorer que Barbie était colonel de Hugo Banzer. Et il avait fait aussi des affaires financières. Il avait une société, il faisait de l'import-export. C'est terrible. Donc, c'est pour ça, c'est bien que les Américains, c'était nécessaire qu'ils aident la libération de l'Europe. Ça, mais en même temps, ils en ont profité par la récupération de la science. D'accord. Alors là, on pourrait parler toute la journée. J'ai une question. Un dernier bouquin qui venait de paraître, c'était 50 ans nuances de crime. 50 nuances de crime. 50 nuances de crime, oui. Oui. Alors, c'est le dernier en date. Hein? Oui, il est sorti fin septembre, il est sorti. Alors, est-ce que ce livre-là, c'est un rappel de tout ce que tu as recueilli pendant des années comme travaillant comme fait diversien ou plutôt... Là, c'est plutôt montrer les grandes affaires criminelles pendant 50 ans. Pendant 50 ans. Mais dans tous les domaines, c'est-à-dire aussi bien le banditisme organisé, les gens les pervers sexuels, les serial killers, il y a ça, et il y a aussi montrer aussi comment quelqu'un peut péter les plombs, peut devenir tueur, meurtrier par la colère. Ça, c'est un livre quand même que je voudrais voir, je veux le lire, je veux le déguster, savourer ce livre. Et aussi, tu m'as promis un bouquin que tu vas m'envoyer. Hein? Oui, alors ça s'appelle Non, je vais chercher là. Non, il faut un petit peu plus haut. D'accord, ça je vois. Oui, alors ça, c'est le récit que j'ai fait. Le carreau de l'âme. Hein? C'est le récit que j'ai fait sur Harlem, Chicago et l'Amérique du Sud. Ah, d'accord. C'est un pèlerinage que je vais lire. Ton adresse, c'est 90 King Street. Oui, pour l'adresse, c'est plutôt... Je vais t'envoyer l'adresse si tu n'as pas, je fais... Oui. Oui, puis je te l'envoie. Par email, je vais faire ça par email. Oui, tu m'envoies, mais je te l'envoie par la poste. C'est tout ça. Oui. Oui, c'est ça. Alors là, juste avant de terminer, moi, j'aime beaucoup l'Alsace pour deux raisons.
pour sa position géographique, parce qu'il y a beaucoup de pays, d'autres pays. Si on vit à Strasbourg ou bien à Mulhouse, on peut aller en Allemagne, on peut aller au Luxembourg, on peut aller Le Luxembourg, la la Belgique. Belgique, Et aussi l'autre raison, c'est parce que l'Alsace, pour sa résistance à la cruauté. L'histoire d'Alsace, des Alsaciens, c'est une histoire vraiment fascinante, une histoire courageuse. J'aime ça. ouais. J'aime ça aussi quand c'est écrit et quand c'est raconté par un écrivain comme Jean-Marie Stockel, qui a quand même trouvé le secret des créativités romanesques pour expliquer l'histoire. Donc ça, j'aime ça beaucoup. C'est pour ces deux raisons-là que j'aime tant l'Alsace. Et j'espère quand bien même un jour, post-Covid, ma femme et moi pourrons y retourner. Se retrouver ici et que, surtout dans des restaurants ouverts. Ah, bien sûr, bien sûr. Parce que pour l'instant, tous les restaurants sont fermés. Ah oui, c'est ça. Mais tu sais quand même, une surprise. Ça m'a été vraiment surpris la dernière fois que nous étions à Strasbourg. Et puis, il était 18 heures et on voulait manger quelque chose, un repas chaud. On a dit non, il faut attendre jusqu'à 19h, il faut 19h. C'était terrible. C'était serré. Alors, c'est comme ça, on dit, c'est la culture, c'est comme ça. Donc, tous les restaurants sont fermés à partir de, je crois, Ils ferment à 14h et puis ils ouvrent à 7h. Je ne savais pas. Maintenant, je sais. Donc, ah oui, maintenant. Je vais m'accommoder quand même pour manger à l'heure exacte. Ouais. Alors, pour finir, Jean-Marie, je dois te poser cette question. Est-ce qu'il y a des écrivains haïtiens que tu connais? Non, non, je connais la dictature de Duvalier. Oui. Par contre, j'avais un ami qui a travaillé qui a créé un journal qui s'appelle Actuel en France avec des gens de gauche. D'accord. Qui s'appelle Luis González Mata. Je ne sais pas si ça te parle. Non, pas nécessairement. Est-ce qu'il a fait le coup d'État de Saint-Domingue? Ah, bulletin de Saint-Domingue. Ouais, dans les années, alors c'était 70, je crois, avant ou non, ou avant dans les années 70. Non, avant, c'était dans les années 65 parce qu'il s'est fait arrêter en 1968 quand Papon était préfet de police à Paris. Et Luis González Mata, on l'a su quand il était arrêté par les événements de mai 68. Et il a expliqué que c'était ce qu'on appelait les Katangais de l'Odéon à Paris. Ah, d'accord. Et il était donc il est espagnol. Il était l'adjoint numéro 2 de service secret espagnol de Carrero Blanca. Et il a fait le coup d'État de Saint-Domingue. Et il a donné aussi, quand Che Guevara a fait une tentative de révolution au Congo. Brazzaville, oui. Oui, Brazzaville. C'est Luis qui a donné les faux papiers à Guevara. Alors, c'est vraiment un agent double. Triple jeu, quoi. Un triple jeu, même. Et Luis González Mata a fait un bouquin qui s'appelle Signe. C'est Y comme le c'est ça. NGNE. Oui, c'est ça. Ah oui. Et puis, alors, c'est ce livre-là que tu as lu et à partir de ce livre, tu as quand même recueilli des idées sur l'histoire de Saint-Domingue. Ah oui, Haïti. Et puis, il n'y a pas seulement Haïti, il y a aussi Aimé Césaire. C'est Martinique. Oui, c'est la Martinique. Et enfin, tout ce mouvement culturel aussi. Oh, oui, c'est ça. Et puis surtout, Haïti, c'était la dictature de Duvalier. La dictature très dure de Duvalier. Oui, oui. Et tu sais qu'il y avait, dans le sud de l'Alsace, à Blotzheim, il y avait un maire qui avait proposé de recevoir chez lui, de donner l'asile à Duvalier. Oui. Ah oui, oui. À l'époque, c'était... Qu'est-ce que tu dis des Alsaciens? C'était terrible, non? Ah oui, c'est un maire qui lui dit, moi je vous reçois, monsieur Duvalier, je vous reçois chez moi. C'est terrible. C'est quand même... Mais ça n'a jamais été fait.
Non, non. Mais moi, je n'ai jamais compris pourquoi Saint-Domingue et Haïti, c'est la même île. Oui. Pourquoi il y a deux États différents? Il y a deux États différents parce que les deux parties de l'île avaient deux puissances coloniales différentes. Différent, c'est ça, oui. La partie de l'Est, c'était l'Espagne et la partie de l'Ouest, c'est la France. C'est la France, oui. Oui, à l'époque, ça s'appelait aussi Saint-Domingue. Oui. Et puis, Toussaint Louverture, qui a quand même... Toussaint Louverture, oui. Toussaint Louverture a été arrêté, fait prisonnier et tué au fort de Joux. Donc, on parle loin. Oui. Mais il y a eu un livre d'Isabelle Allende. Oui. Qui raconte ça, oui, je l'ai lu. D'accord. Ah, oui. D'accord. Alors là, avec ça, cette note-là se termine notre intéressante conversation. Oui. Et j'espère qu'on se reverra. Et puis qu'on se verra en vrai en Alsace. Face à Alsace. face en Alsace. Oui. Merci. Moi, j'étais surtout très content de te rencontrer. Enfin, déjà comme ça. Et puis, j'espère qu'on verra. On fera ça. On refera l'histoire en vrai. Oui. Mais je suis vraiment content de défendre aussi l'Alsace en Floride. Ah, d'accord. Ça très bien. Alors, les gens de Floride. Et d'ailleurs, tu sais que moi, j'ai un lointain cousin qui avait un restaurant français à New York et qui a pris sa retraite en Floride. En Floride, oui. Alors, tu sais exactement de quelle ville de Floride Non, parce que je l'ai perdu de vue. Alors, il est peut-être mort parce qu'on s'écrivait régulièrement et puis à un moment donné, j'ai plus de réponse. Et sa famille non plus. Ah, d'accord. Ouais. Peut-être D'accord. Peut-être un jour, on ne sait jamais. Et Trump, il est loin de chez toi? Bien sûr, peut-être un jour. Ouais. Alors, ça a été un plaisir. Ben, merci. Et puis, à bientôt. À bientôt. À bientôt.